Le 24 avril 1915, le comité Union et Progrès, le parti au pouvoir en Turquie, plus connu sous l'appellation Jeunes Turcs, décide d'exterminer les Arméniens vivant sur le territoire. En un an, 1 500 000 Arméniens d'Anatolie et des Hauts Plateaux sont assassinés. Des centaines de milliers réussiront à quitter le pays. 100 ans après, ce génocide, le premier du XXe siècle, n'est toujours pas reconnu par la Turquie. Cette reconnaissance politique crée aujourd'hui encore des controverses dans le monde en raison des thèses négationnistes développées par les Turcs. La communauté internationale s'est longtemps désintéressée de ce sujet, mais en 1975, pour le 60e anniversaire du massacre, la cause arménienne va revenir sur le devant de la scène. L'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, l'Azala, voit le jour. Ce groupuscule armé, composé de jeunes issus de la diaspora, passe à l'action. Les premiers touchés seront des diplomates turcs. L'Azala commettra en 10 ans une centaine d'attentats qui feront 46 morts. Dans l'armée secrète arménienne, le documentaire d'Audrey Valtille, vous allez voir pour la première fois des membres de l'Azala rompre le silence. Ils évoquent sans regret leurs actions. Ensuite, sur le plateau d'Horizonte, nous recevrons une Arménienne, Alexa Tardi, et l'historien Sylvain Grégor. Mais avant, regardons l'armée secrète arménienne de Audrey Valtille. De 1975 à 1985, un groupe armé apparaît sur la scène internationale et revendique ses actions sous le nom de l'Azala, armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie. Ciblant les représentants de l'État turc, l'organisation commet plus de 100 attentats à travers le monde, faisant 46 morts et des centaines de blessés. Un attentat en plein Paris et en plein jour met à nouveau la police sur les dents. La France n'est pas épargnée et la communauté arménienne est saisie, interloquée. Dans ma mémoire, j'ai 19 ans et j'apprends qu'à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouvais cet après-midi-là, une bombe a été neutralisée dans une poubelle au métro Odéon. Un groupe dont je n'ai pas encore entendu parler jusqu'à présent se réclame de la cause arménienne, mentionne les terres perdues dans l'Empire ottoman et mentionne la reconnaissance du génocide de 1915. Mon premier mouvement, c'est la colère. C'est-à-dire, frère, que faites-vous là? Vous pouviez me tuer, vous pouviez me toucher et faire des victimes de plus. Alek Yenikomchian est l'un de ses anciens combattants. Il rejoint l'Azala à la fin des années 70, après avoir terminé ses études de sciences économiques à l'université américaine de Beyrouth, au Liban. Le 3 octobre 1980, il est arrêté à Genève, suite à l'explosion accidentelle d'une bombe qu'il manipulait dans sa chambre d'hôtel. Il préparait un attentat sur le territoire suisse. Il avait alors 24 ans. Pendant la préparation, ça a mal tourné. L'engin explosif que je manipulais a explosé dans ma main et c'est là que j'ai perdu la vue, j'ai perdu une main, sans compter quelques autres blessures moins importantes. J'étais bien entendu sous un choc, on ne peut pas nier ça, mais j'ai dit pendant mon procès que je ne regrette pas d'avoir opté cette voie et si je l'avais dit à cette époque-là, je le répète maintenant. Moi j'ai toujours rêvé d'être un reporter. Un journaliste reporter, parce que ce qui m'intéresse avant tout c'est le terrain. Il est bien évident que dès lors que les Arméniens ont commencé à revendiquer de manière extrêmement active, je me suis tout de suite intéressé au cas. Quel était l'objectif de l'Azala? Comment allait-il parvenir à remplir cet objectif? Et comment le génocide pouvait être débouché sur une reconnaissance internationale? Today, as in the past,
They back Turkish fascism, which every day openly organizes massacres. We are a people with a culture, history, and traditions. The time has come that the world should realize our legitimacy and stand in solidarity with our cause. Il fallait que la cause arménienne éclate aux yeux du monde. Pour les combattants arméniens, il était nécessaire de demander réparation et justice. Pouvait-on imaginer pour autant que la résistance passerait par la voie du terrorisme ? L'Arménie est marquée à tout jamais par les massacres qui ont voulu l'anéantir. Dès le IVe siècle, elle est la première nation au monde à adopter le christianisme comme religion officielle. Mais au fil des conquêtes et des persécutions, une partie de son territoire historique, qui fut jadis le royaume d'Arménie, se retrouve sous souveraineté ottomane. Au XIXe siècle, alors que l'Empire ottoman est secoué par plusieurs luttes de libération nationale, les Arméniens se font entendre. Ils exigent des réformes afin d'obtenir des libertés démocratiques et plus de droits. Mais pour préserver la toute-puissance d'un empire ottoman sur le déclin, le sultan Abdulhamid réprime et organise dès 1895 les premiers massacres du peuple arménien. Le 24 avril 1915, le gouvernement des jeunes Turcs décide d'en finir avec la question arménienne et organise la déportation et l'extermination des Arméniens sans distinction ni d'âge ni de sexe. Au total, près d'1 500 000 personnes périssent dans des conditions atroces. Ce génocide, considéré comme le premier du XXe siècle, n'a jamais été reconnu en tant que tel par la Turquie. Les Arméniens, eux, portent ce drame au plus profond de leur mémoire et de leur chair. Les deux côtés de mes grands-parents, ils ont rescapé de la génocide des Arméniens. Et quand j'étais petit, moi je suis né en 1958, et ma grand-mère de côté de mon père, il me prenait le bain avec elle. Je disais, c'est quoi tes blessures de ton corps là? Parce qu'au-dessous de son sang, vers le cœur, il y avait un trou. Il peut entrer mon doigt dedans. Elle ne m'a pas voulu répondre. Mon oncle, il a intervenu, il a dit, oui, parce que ta grand-mère, en 1909, à Adana, il y a eu le massacre. Elle a résisté contre les Turcs, et les Turcs, ils voulaient le tuer. Elle voulait partir, elle était en train de courir. Ils ont, avec les baïonnettes, ils ont tiré par derrière son épaule, là, entré et sorti de baïonnette de ce côté-là, au-dessus de ce sang-là. Elle avait 14 ans à l'époque. Ma mère s'appelait Célina Séropian et tous les jours, quasiment tous les jours de notre enfance et de notre adolescence, elle nous a parlé du génocide. Bien évidemment, comme c'est une sorte de souffrance, de douleur, de plaie ouverte, ceux qui l'ont vécu ou qui ont été les enfants de ce génocide voulaient perpétuer ce souvenir et ont structuré l'enfance, l'esprit, l'adolescence de leurs enfants, ce qui est mon cas. Être arménien, c'est quelque chose qui, dans l'enfance, dans une enfance parisienne, se traduit par des repas familiaux, une langue en plus, une cuisine épicée. C'est un monde en plus. Mais c'est progressivement que, d'une certaine manière, on comprend qu'il s'agit d'un monde en moins. À 4 ans, à 6 ans, à 10 ans, on entend des mots immenses, des mots comme massacre, des mots comme diaspora, des mots comme charnier. Et étrangement, quand en 1976, je commence à entendre parler de ce qu'on appelle la cause arménienne, cette cause est une cause familiale pour moi. La cause arménienne et le sort de l'Arménie se sont pourtant retrouvés en plusieurs occasions sur les tables des conférences internationales. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, à Sèvres, un traité de paix est signé entre les Alliés et la Turquie. Il reconnaît l'existence d'une Arménie indépendante dont les frontières seraient tracées par le président des États-Unis. Espoir déçu, la Turquie et la Russie des Soviets se découvrent une nouvelle amitié et se partagent allègrement les terres arméniennes au nez des Alliés. L'Arménie orientale intègre donc l'Union soviétique, tandis que l'Arménie occidentale est anéantie
est rattachée à la Turquie. La trajectoire des rescapés du génocide est dramatique. La plupart fuient à l'étranger. Liban, Syrie, France, États-Unis sont les nouvelles terres d'accueil de la diaspora. Moi, je suis né à Marseille, donc je suis un Arménien né en France. Mes grands-parents sont arrivés en 1922 et 1924 en venant donc de la Grande Syrie, du Grand Liban, puisque c'était un protectorat français. Donc on baignait, on participait aux manifestations des diverses associations arméniennes, mais dans la famille, arméniens de la 3e génération, nous étions éduqués comme des Français pour être Français plus que les Français. Et les parents sont arrivés en France dans le plus complet dénuement, y compris le dénuement culturel, ne possédant pas la langue, ne possédant pas une profession adaptée à la société française. Et donc leur seul souci, c'était de survivre. En fait, je pense que et la Turquie, et même la France, pensaient que l'identité arménienne se dissolverait avec le temps, qu'elle disparaîtrait avec une intégration qui est réelle, mais qui n'a pas effacé l'identité. Pour les survivants arméniens restés dans l'ancien empire ottoman, l'intégration passe par la turquification ou la condamnation au silence. Ahmet İnsel, universitaire turc, a grandi sans jamais entendre parler de la tragédie arménienne. Je suis né et grandi dans un quartier très cosmopolite d'Istanbul. Et donc j'avais beaucoup d'amis et mes parents avaient beaucoup de voisins, amis arméniens et grecs aussi bien sûr. Mais cela ne m'a pas conduit sur le problème arménien parce qu'on n'en a jamais parlé dans mon enfance dans ce quartier. Personne n'a évoqué à ma connaissance ce massacre, génocide, déportation, tout ce que vous voulez. Il n'y avait rien dans les manuels scolaires. Nous n'avions rien là-dessus. Ni négation, ni évocation. Vous savez, le négationnisme ou la négation vient quand il y a revendication. Quand il n'y a pas de revendication, vous n'avez pas besoin de nier non plus. Les revendications de la communauté arménienne commencent le 24 avril 1965 lors des célébrations du 50e anniversaire du génocide. Des dizaines de milliers de personnes défilent à travers le monde et pour la toute première fois en Arménie soviétique. Dans les rues d'Erevan, la manifestation déborde le service d'ordre. C'est alors qu'est érigé un mémorial en souvenir du génocide. Chaque année, le 24 avril, des milliers d'Arméniens s'y recueillent et déposent une fleur autour de la flamme éternelle. Pendant la décennie qui a suivi 1965, de 1965 jusqu'en 1975, les Arméniens en général et la jeunesse de l'époque a essayé de s'organiser, de faire de la propagande. Des livres ont été écrits et publiés en langue étrangère. Certains experts arméniens en droit international ont présenté la question du génocide et la question politique arménienne, les droits nationaux du peuple arménien auprès des instances internationales, etc. Et donc, leur travail n'a rien donné. Les Arméniens n'avaient aucun moyen diplomatique, il faut être clair, donc il fallait qu'ils s'appuient éventuellement sur des aides de pays qui comprenaient ce qui s'était passé. L'événement central, c'est la discussion dans une sous-commission du Conseil économique et social qui envisage de revenir sur la définition du crime de génocide. Ce rapport est donné en 1973 et il dit que les événements de 1915 pourraient être considérés comme le premier génocide du XXe siècle. C'est là une levée de bouclier de la Turquie. C'est une discussion qui va se prolonger pendant 2 ans jusqu'à la fin de ce paragraphe 30 qui est aboli. Donc 50 ans ou 60 ans après les faits, on n'avait même pas le droit de mentionner historiquement ce qui s'était passé dans un document international. Vous savez, Jean-Marie Carzou, il a écrit un livre qui s'appelait 1915, un génocide exemplaire. Eh bien, c'était ça, le génocide exemplaire. C'est-à-dire que c'est un crime où on annihile, où on détruit, où on massacre, où ensuite on tire le rideau sur tout ça
et il y a une politique négationniste qui se met en place, et tout ça n'a pas existé, on vous explique que ça n'a pas existé. Pourquoi la Turquie n'a pas assumé de toute façon ce massacre? Est-ce que vous croyez que nous, Français, nous assumons tout ce que nous avons fait dans les empires coloniaux? C'est un État militaire, même si aujourd'hui la politique domine l'armée. Il n'est pas facile, lorsqu'on a été aussi puissant que l'Empire turc, de reconnaître des erreurs graves et de crimes contre l'humanité. Pourquoi nous, moi et d'autres amis, on a opté pour la lutte armée? La réponse, c'est si nous aussi, on veut que la cause arménienne devienne une cause actuelle, vraiment actuelle dans le monde, on n'a pas d'autre choix. On a opté pour la lutte pacifique, ça n'a rien donné. Maintenant, on n'a qu'à opter pour la lutte armée. Face au manque de débouchés et au mutisme du monde, la jeunesse arménienne politisée prend conscience que rien ne lui sera donné gratuitement et perd patience devant tant d'échecs. C'était une époque révolutionnaire, de lutte des peuples opprimés et tout ça. Et bien sûr qu'on écoutait même les gauchistes en Europe, comment ils bougeaient en Italie, en Allemagne, en France. Oublions pas l'action directe. Oublions pas les Corses. Et les Palestiniens avec leur cause. Je pense que les gens qui ont créé la Zala, ils pensaient à ça. Pourquoi les autres, ils peuvent faire et pas nous? À cette époque-là, le monde se divise encore entre le monde soviétique, socialiste, universaliste, et le monde impérialiste. Dans le creuset des mouvements, des luttes de libération, qu'elles se passent au Vietnam, qu'elles se passent en Palestine, l'élément anti-impérialiste est très important. Cet élément anti-impérialiste se fonde sur le marxisme, l'idéologie, la structure. Elle a un univers fondé sur la lutte héroïque du peuple, c'est-à-dire que l'émancipation des peuples se fera par le peuple lui-même. Quand j'avais 13-14 ans, avant l'armée secrète arménienne, avec Aleki Nikomchian, on était dans différents groupes. Pas connus en public, mais très actifs. Mais après 1975, c'était celle que nous, on entendait. Parce que la lutte armée, c'était la seule solution. On a vu que personne ne nous écoutait. On faisait manifestations, dans les journaux. Les diasporas, ça commençait à avoir des problèmes. Beaucoup de gens ont quitté le pays, partaient aux États-Unis, ailleurs. Éloignés du Liban, du Moyen-Orient, c'est perdu déjà la cause. Le Liban est alors considéré comme le bastion de l'arménité en dehors de l'Arménie, avec 250 000 Arméniens regroupés majoritairement dans un quartier de Beyrouth, Bourj Amound. C'est le seul endroit au monde où la diaspora arménienne a pu préserver son mode de vie et son identité nationale. Alek Yenikomchian, Mardiros Jamgotchian et Vasken Sislian y ont grandi. Ils ont 20 ans lorsqu'éclate en 1975 la guerre civile qui oppose phalangistes et palestiniens. Depuis un mois et demi, Beyrouth vit dans un climat d'insécurité. À l'origine de ces combats de rue, il y a toujours l'affrontement des phalanges de la droite chrétienne opposée à la résistance palestinienne. Mais en l'absence de solution, le conflit s'est étendu à d'autres catégories de la population qui jusque-là n'étaient pas impliquées et qui aujourd'hui choisissent leur camp et s'y retranchent. La guerre du Liban, 1975, ça a allumé la mèche. Allumer la mèche, la lutte armée. Toute la population, ou bien tout le monde était armé, tout le monde faisait la guerre contre tout le monde. Je pense que la guerre du Liban m'a changé parce que
j'étais déjà jeune, j'ai pris l'arme pour garder le quartier arménien. On a eu plusieurs combats contre les chrétiens de là-bas, contre les Palestiniens. On était obligé de garder le quartier arménien. Dans ce contexte de guerre, deux organisations armées arméniennes voient le jour. Le CJGA, Commando des justiciers du génocide arménien, et la Sala. Alek Yenikomchian, Mardiro Jamgotschian et Vasken Sislian intègrent la Sala, mouvement clandestin, radicalement de gauche, et détaché de toute allégeance à un parti politique. Revendiquant une indépendance complète, l'organisation se rapproche pourtant des groupes palestiniens qui se sont eux aussi établis au Liban. La Sala commence ses actions en 1975 contre des intérêts turcs au Liban, puis en Turquie. Mais elle ne tarde pas à s'internationaliser. Genève, Francfort, Madrid, Copenhague, Milan, Paris, partout en Europe, des bombes explosent. La Sala a été dans une sorte de spectacularisation de l'action, contrairement au CJGA. Le CJGA, si vous voulez, le commando des justiciers du génocide arménien, c'est plus le travail de service secret typique d'un État, typique, alors que la Sala, on est plus dans le marketing terrorisme. Ils ont fait preuve d'innovation. Par exemple, les vidéos, ces images d'entraînement. Dans les 70, on avait très peu d'images d'entraînement de groupes terroristes, que ce soit palestiniens, irlandais, corses ou je sais pas quoi. Et donc là, on en a. Et rien que le nom, Asala, c'est fort, il a un impact est direct. L'autre, c'est illisible, commando des justiciers du génocide arménien. Waouh! Abou Iyad, qui était le bras droit de Yasser Arafat, avait décidé d'ouvrir en quelque sorte les camps palestiniens et les centres d'entraînement de ces camps palestiniens, comme Shtora, etc., à l'armée secrète arménienne. Car résidait, si vous voulez, déjà dans le mouvement palestinien, un Irako-arménien du nom d'Agop Agopian, qui lui avait déjà participé à des opérations clandestines palestinienne, qui a pris la tête en quelque sorte de cette organisation, la Sala. Il a une autorité, il a une forme de charisme, c'est lui qui a les contacts avec les Palestiniens, donc c'est par lui que les choses se font et se passent et se décident. Mais quand il arrive dans la question arménienne, il y va avec un regard étranger. Il est totalement imbibé du combat des Palestiniens. Il ne parle pas bien l'arménien, il ne parle même quasiment pas, d'après ce que l'on sait. Il le comprenait, et encore, mais voilà, je vous dis, celui qui parlait, que ce soit en arménien ou en anglais ou en français aux médias, c'était le cerveau, c'était Alek Yenikomchian. Et le nouveau venu qui est actif, et qui est stratège, qui est intelligent et qui veut rester sur une ligne fidèle à la ligne initiale, c'est Montemel Kognan. Donc là, on a trois des principaux dirigeants de la Sala. Après son attentat loupé à Genève, Alek Yenikomchian est arrêté. Son procès, le premier des combattants arméniens, se transforme en réquisitoire contre l'État turc. Jugé pour détention illégale d'explosifs, le verdict le condamne à 18 mois de prison avec sursis. La lutte armée n'est pas un but en soi. Le but n'était pas la vengeance, c'est une lutte politique. Et lorsque l'arrestation des militants crée l'occasion de présenter le contenu politique du problème arménien, il faut absolument en profiter. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cas personnel. J'étais pratiquement la première personne qui était arrêtée en flagrant délit et qui a assumé sa responsabilité. Alek, c'est la première cagoule de la Sala qui est tombée jusqu'à maintenant, jusqu'à ce 3 octobre 1980, qui reste jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, gravé dans ma mémoire. Il y avait un doute sur qui étaient les gens de la Sala, qui était une organisation secrète par définition. On ne savait pas. Est-ce que c'était bien des Arméniens? On disait est-ce que ce sont des Kurdes? Est-ce que ce sont des Chypriotes? Et évidemment, le visage d'Alek est apparu. Ça a authentifié le caractère arménien. Et quel caractère arménien, puisque Alek est issu d'une famille très connue de la communauté arménienne du Liban, que c'est un intellectuel, que c'est pas quelqu'un de violent, c'est quelqu'un de respecté, etc. Mais c'était quelqu'un qui était imprégné de sa cause. Et cette image
a effectivement été un catalyseur incroyable dans la prise de conscience de la diaspora qui d'un seul coup s'est reconnue dans ce visage-là et dans ce martyr-là aussi. Ben moi, depuis très jeune, depuis le lycée, ensuite à la fac, j'étais inscrit dans les mouvements syndicalistes et dans les mouvements des jeunesses communistes. J'étais un marxiste. Et bon, lorsque j'ai pris connaissance des premiers 8 points énoncés par la ZALA comme étant sa plateforme d'action politique, j'étais très sceptique. C'était 8 points qui disaient que bon, la ZALA était une organisation anti-impérialiste. Bon, quand on est marxiste, on se dit anti-impérialiste, il y a les maoïstes, les trotskistes. Bon, c'est un peu court comme explication. Anti-impérialiste, qu'est-ce que ça veut dire? Et quelques mois plus tard, il y a eu le procès d'Alek Yennekomuchian à Genève. Il y a 2 de mes amies marseillaises qui se sont rendues au procès et qui m'ont ramené une cassette dans laquelle il explique pourquoi la jeunesse de la 3e génération s'est engagée dans la lutte armée pour la défense des droits du peuple arménien. Et cette cassette venue de Suisse, où j'entendais quelqu'un parler exactement comme je ressentais les choses et me donner une voie à suivre, c'est-à-dire que, bon, un exemple, eh bien, j'ai décidé de m'engager. Partout dans la diaspora, les jeunes militants arméniens se mobilisent avec ferveur. Des groupes politiques sont créés en soutien à la Sala. C'est le cas en France avec le MNA, Mouvement National Arménien, animé par Arat Oranian. Le MNA, ça a été la résultante et l'émanation de la jeunesse arménienne de l'époque. Vraiment, on pensait qu'il fallait créer une branche politique pour expliquer les choses et pour essayer de transformer ces actions militaires ou terroristes en capital ou en acquis politique. A tenté d'empêcher les massacres, alors que dans la souffrance de l'exil et de la péril de la patrie, les Arméniens existaient pacifiquement, ne serait-ce que pour faire reconnaître officiellement le génocide. Quel État s'est-il honoré en faisant écho aux revendications de notre peuple? C'était un paradoxe parce que, bon, pour dire les choses, moi, je suis un homme politique de droite. J'étais à la même époque l'avocat de Jacques Chirac et je défendais des gens dont je savais que pour un grand nombre d'entre eux, ils étaient communistes. Bon, c'était pas du tout mes idées, mais leur combat était le mien. Et donc, je ne voulais pas, et je ne me sentais pas le droit d'entrer dans le débat et la connaissance de leur engagement politique. J'étais dans leur combat, pas dans leur engagement politique. Bien sûr, je ne peux pas vous dire combien nous sommes, mais je peux vous dire quand même que cette organisation rassemble tous les révolutionnaires sincères de ce peuple éparpillé dans le monde entier et qui veulent lutter pour la libération de leur territoire. Quelles sont les structures de la ZALA? Comment fonctionnent-elles? Nous avons des structures partout dans le monde parce que notre peuple est éparpillé partout dans le monde. Bien sûr, nous avons une direction politique, mais nous sommes présents partout où des communautés arméniennes existent. En 1980, après l'arrestation d'Alek, je suis allé d'entraînement dans les camps de la Sala. 6-7 mois après, ils m'ont proposé la même opération qu'Alek qu'il a fait. J'ai accepté. Mais je vais dire un secret quand même. Ça, c'était bien sûr le chef de l'organisation, il s'appelait Agop Agopian à l'époque. Il m'a proposé d'entrer dans l'immeuble du consulat de la Turquie, faire l'action. Et moi, quand j'ai regardé les cartes, les plans de la ville, l'immeuble, tout ça, j'ai pris en considération que c'est une opération, ça va donner très mal à ces gens-là. Et moi, je suis devenu contre Agop Agopian. J'ai refusé de faire l'action, parce qu'il va y avoir beaucoup de gens innocents partis sans raison.
Il est fâché, donc il a laissé faire l'opération comme je veux, mais qu'il soit fait diriger par Monté Melkonian. Juste avant de partir en mission, Mardiros Jamgochian adresse un dernier message à ses parents. Lutter aux côtés de mes camarades pour la cause arménienne est mon but ultime. Me sacrifier pour cette cause est chose sacrée. En tant que membre de l'Azala, j'accomplis comme mes camarades une mission militaire. Cette séparation sera difficile, mais soyez courageux. Je vous demande d'être fiers de moi et de me citer en exemple à la jeunesse arménienne. Juin 1981, Mardiros Jamgochian arrive donc en Suisse pour liquider une cible, sa cible, le secrétaire du consulat de Turquie de Genève, qui l'abat en pleine rue. C'était le seul moyen, dommage, mais c'était comme ça, c'était obligé de prendre l'arme. Les deux organisations qui ont conduit des attentats contre des diplomates turcs ont choisi des diplomates turcs. Pourquoi ? Parce que ces diplomates étaient les agents du négationnisme turc dans les pays de refuge de la diaspora, ce qui était une véritable provocation. Au moins, dans notre exil, nous avions le droit de vivre avec nos morts et dans le linceul de la vérité. Ce qu'ils appellent le génocide arménien, nous ne l'acceptons pas. Nous l'avons dit à plusieurs reprises et nous n'avons pas manqué de répéter quand les occasions se sont présentées qu'il y a eu des événements, que ce soit en 1915, que ce soit en 1895, il y a eu des événements à l'est de l'Empire ottoman. Ce que les autres appellent le génocide, il faut l'appeler plutôt un acte de guerre. Donc, à tort ou à raison, parce qu'on ne peut jamais évidemment se satisfaire de la mort d'un homme, quel qu'il soit, mais quand on estimait qu'être un diplomate turc, à savoir d'être un représentant de ce régime, qui était en plus un instrument actif du négationnisme contre les Arméniens, ben on prenait ses responsabilités. De toute manière, on n'avait pas d'autre cible et on ne voulait pas mourir non plus. Décembre 81, Jamgochian est jugé par la Cour de justice de Genève. Convaincu d'assassinat, la règle voudrait qu'il soit condamné à la prison à vie. Mais le verdict admet une responsabilité limitée et la Cour lui inflige une peine de 15 ans de réclusion. Dans ses attendus, le jugement mentionne pour la première fois dans un tribunal depuis 1921 l'attitude de l'État turc qui persiste à vouloir nier le génocide arménien. C'était pas un procès de droit commun, c'est un procès politique. C'est les Arméniens contre la Turquie. C'est aussi simple que ça. C'est une étape de la lutte pour la reconnaissance du génocide arménien. Les gens turcs, les civils turcs ne sont pas nos ennemis. Nous, on ne veut pas éliminer un peuple turc qui est organisé, tout ça. On veut notre droit, on veut notre territoire. C'est notre honneur. Un commando de 4 hommes s'est emparé d'une quarantaine d'otages, boulevard Haussmann, c'était en fin de matinée, et très vite, on a su qu'il s'agissait d'une opération de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie. 11h15, 4 hommes armés se présentent devant le consulat général de Turquie, ici au coin du boulevard Haussmann et de la rue de Courcelles. Première escarmouche avec les 2 policiers postés devant l'immeuble. Mais les 4 hommes réussissent à pénétrer dans le consulat. Et là, une fusillade très nourrie éclate puisque les 4 hommes sont armés de pistolets mitrailleurs et on le verra plus tard, de grenades. Un gardien de la paix tire de l'extérieur et réussit, semble-t-il, à blesser un des assaillants. Ce jour-là, arborant le portrait de Che Guevara à son bras gauche, Vaskhen Sislian est à la tête de ce qu'on a appelé l'opération Van, du nom d'une ville d'Arménie décimée par les Turcs en 1915. Nous sommes le 24 septembre 1981. Dans le consulat de Turquie, un garde de sécurité est tué, 3 otages sont blessés et les membres du commando sont prêts à aller jusqu'au bout. Vous étiez prêt à mourir pour ça? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que c'était nommé un commando suicide. Parce qu'on avait des explosifs avec nous, on était prêt à faire sauter
le consulat avec nous, avec les otages peut-être, en laissant certains des fonctionnaires importants du consulat, libérer les autres, mais garder le plus important et sauter avec eux si il y aurait des attaques contre nous de l'extérieur. C'est pas de faire sauter comme ça. L'opération Van, l'opération de l'occupation du consulat de Turquie à Paris, a été l'opération la plus spectaculaire, à mon avis, de cette période de lutte armée arménienne. Ça a duré pendant des heures et des heures. Cela a accaparé l'attention de tous les Arméniens de la France, du monde entier et également de l'opinion publique en général. Moi, après 6 heures, 6 heures et demie, parce que mon blessure était très grave, je suis sorti, on a négocié avec les policiers. Ils voulaient me mettre juste à la porte dans l'ambulance et m'amener à l'hôpital. J'ai refusé ça en disant que voilà, je dois aller devant les journalistes, je dois faire lever des victoires. C'est un moment important parce que dans le sillage de cette action armée, les archives commencent à sortir de la poussière. On découvre les têtes coupées, empilées en pyramide, on découvre les pendus de Diyarbakir, et c'est de là que je viens finalement. C'est un choc, c'est un grand choc. Je comprends qu'il existe des groupes de jeunes gens qui ont absolument le même âge que moi, qui eux ont grandi en Syrie, au Liban, en Iran, en Irak, et on a une histoire en commun. Et très certainement s'éveille en moi l'idée que, à mon sens, jusqu'à présent, mes parents étaient arméniens et moi j'étais française. Et certainement, cette opération Van fait éclore l'idée que nous sommes tous arméniens. Les 4 assaillants se rendent aux autorités françaises après 16 heures de négociation. Ils sont condamnés en janvier 1984 à 7 ans de prison. Ce verdict provoque une vive colère en Turquie qui reproche à la justice française d'être particulièrement clémente. Patrick Devedjian était leur avocat. Je me souviens très très bien de ce procès parce que Méliné Manouchian est venu témoigner pour eux. Alors âgée de 68 ans, Méliné Manouchian est la veuve de Misak Manouchian, poète français d'origine arménienne, fer de lance de la résistance contre les nazis qui le fusillent le 21 février 1944. Je l'avais cité donc Méliné Manouchian comme témoin. Et quand elle est entrée dans la salle de la cour d'assises, le président s'est incliné devant elle et il a dit « La cour salue la veuve d'un héros ». Et elle était très émue, c'était assez beau. Et elle a dit « Je voudrais embrasser ces garçons parce que ce sont les enfants que nous aurions voulu avoir avec mon mari ». Alors, évidemment, c'était impressionnant. Notre première pensée, c'était d'être ensemble et travailler sur le procès. Et je pense qu'on est arrivé parce que le juge, le président du tribunal, la première chose qu'il a annoncé, il a interdit le mot terroriste. Ça, c'était pour moi, c'était une victoire déjà. Nous avions plaidé devant la cour que le mot terroriste est un mot qui a été forgé par Goebbels et qui avait été affublé à Jean Moulin. Mais c'était aussi le nom dont était affublé Manouchian. Vous venez de saluer son épouse, Monsieur le Président. Sachez que lui aussi était un terroriste. Moi, je ne me considère pas comme un terroriste.
Jusqu'à aujourd'hui, les gens aussi, beaucoup de gens, sans penser, disent « Ah, vous êtes terroriste ». Tout ça. Moi, j'ai dit non, j'étais lutteur. À l'époque, on n'avait pas l'Arménie indépendante, on n'avait pas un gouvernement, on n'avait pas un statut, on n'avait pas l'armée régulière. Et nous, on comptait soi-même comme l'armée du peuple arménien. D'abord, la grande question, c'est y a-t-il une définition consensuelle du terrorisme? Eh bien non. Déjà que la communauté internationale réponde à ce que c'est que le terrorisme, qu'elle se mette d'accord sur le mot terrorisme, la définition du mot terrorisme. Après, on verra. Ça prouve quelque chose aussi. Ça prouve qu'il y a un problème d'interprétation, de positionnement. Est-ce qu'on considère que les États peuvent être terroristes? Est-ce qu'une action d'un service secret qui vient liquider tel individu à droite à gauche, c'est du terrorisme d'État ou pas? On ne sait pas. Je pense que d'une manière générale, les actes de terrorisme doivent être condamnés. Mais pour des minorités telles que la nôtre, pour la communauté arménienne, le seul moyen qu'on ait actuellement de se faire entendre, malheureusement, c'est peut-être de passer par des actes de terrorisme. Les masses médias, et notamment les partis politiques et autres, s'intéressent du problème arménien dès l'instant où il y a ces actes de terrorisme. Alors, en quelques mots, condamner, non. Pardonner peut-être à ceux qui le font actuellement, qui agissent ainsi. Ce sont certainement des jeunes de ma génération et je ne peux que les pardonner, mais certainement pas les condamner. Oui, mais poser une bombe fait des ravages. Si la Sala entend cibler ses attentats contre les diplomates turcs, elle change plusieurs fois de tactique, notamment quand ses membres sont arrêtés. À chaque incarcération, des groupes de pression se créent pour exiger la libération des détenus. Des attentats à la bombe sont commis contre les intérêts des pays qui ont procédé aux arrestations. Désormais, les actions de la Sala dégénèrent et se traduisent de plus en plus par des actions aveugles et meurtrières qui vont définitivement la discréditer. La justification de ces groupes, c'était de dire on ne peut pas juger des combattants arméniens, on n'a pas le droit de juger des combattants arméniens tant qu'on n'aura pas jugé la Turquie pour le crime du génocide. Voilà. C'était cette espèce de parti pris extrêmement radical, voilà, qui était la part un peu d'irrationnel du combat arménien. Et là, petit à petit, la lutte de la Sala est rentrée dans un espèce d'engrenage qui l'a éloigné de plus en plus de ses objectifs premiers. Le colis piégé déposé dans cette poubelle métallique a explosé vers 23 h, moment d'affluence sur la place Saint-Michel. Selon les premières constatations, l'explosion a été freinée par les parois métalliques, mais c'est la grenaille qu'elle contenait qui a fait le grand nombre de blessés. Un attentat aveugle qui se voulait donc spectaculaire. Agop Agopian, il a changé la façon de la lutte armée, parce que son ligne c'était faire de dommages, faire de dommages, faire de dommages. Pour moi, c'était une organisation de résistance avec des objectifs clairs jusqu'au moment où ils se sont écartés de cet objectif par leur division et par la conduite d'un chef qui a dévalorisé la cause arménienne par des attentats qui étaient aveugles et qui étaient en réalité le fruit d'une négociation avec des puissances étrangères qui cherchaient tout à fait autre chose que la cause arménienne. Agop Agopian s'est en effet rapproché des réseaux de la plaine de la Beka, véritable plaque tournante du terrorisme international des années 70. Il se fait mercenaire, se vante au plus offrant et entraîne la Sala dans cette dérive terroriste. Il y a un marché. Qui attaquera les intérêts de l'Arabie Saoudite aura $1 million. Donc, à la bourse internationale des actions terroristes, chacun prend celle qu'il peut. Et là commence à naître un mouvement de questionnement. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, à qui répond-on réellement? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il était 14h11 à Orly Sud. De nombreux passagers se pressaient au stand de Turkish Airlines pour embarquer vers Istanbul. Une valise piégée explose alors dans la foule. Le bilan est lourd. En ce mois de juillet 1983, l'aéroport d'Orly est bondé de touristes. L'attentat fait 8 morts et une cinquantaine de blessés, soulevant une vague d'indignation dans l'opinion publique et bien sûr, parmi les Arméniens. Le gouvernement s'élève contre la violence d'où qu'elle vienne.
et condamne particulièrement la lâcheté d'actes qui frappent aveuglément. L'attentat d'Orly, ça a été vraiment la quintessence de la dérive qui se dessinait depuis un moment d'une certaine branche de la Sala qui organisait ce genre d'action. Et puis ça a été aussi le détonateur de la scission, puisque c'est dans la foulée de l'attentat d'Orly qu'il y a eu la scission, tout de suite. Il y a les véritables patriotes d'un côté et ceux qui se laissent bercer par des tendances, disons, orientalistes de la lutte armée. Il y a une scission, il y a un partage très clair. Patriote, ça veut dire celui qui aime son peuple, mais qui ne déteste pas les autres. L'attentat d'Orly scelle la rupture au sein de la lutte arménienne. Monté Melkonian crée un bras à part, la Sala MR, mouvement révolutionnaire qui entend rester dans une ligne politique de lutte contre la Turquie. S'ensuit des règlements de compte sanglants entre les deux courants. Agop Agopian essaie de liquider ses anciens camarades qui, eux, se réfugient dans la clandestinité. Devenu fou et gênant, notamment pour la Syrie, Agop Agopian est abattu à Athènes en avril 1988. Ce qui est certain, c'est que cette action terroriste avait, avec l'attentat d'Orly, épuisé ses effets. Donc ce que devient la Sala est de peu d'importance dans la mesure où on voulait absolument remettre la question sur le terrain du droit. Les officiels français, ils ont commencé à dire « Oui, c'est vrai, la cause arménienne est une cause juste, vous avez des demandes justes, mais uniquement les moyens que vous utilisez ne sont pas tellement, sont des moyens inacceptables. Sinon, vos requêtes, vos demandes sont justes, la cause est juste, etc. » Avant, personne ne disait des choses pareilles. Il n'est pas possible d'effacer la trace du génocide qui vous a frappé. Il faut que cela s'inscrive dans la mémoire des hommes. Il est temps que les voix pacifiques s'élèvent, il est temps que la diplomatie fasse son œuvre, et elle le fait. Par exemple, en 1986, l'incarnation de la diplomatie prend voix au Parlement de Strasbourg, qui reconnaît la réalité d'un génocide à l'encontre du peuple arménien dans l'Empire ottoman en 1915. La lutte armée a-t-elle réveillé les consciences? Elle cesse en tout cas au milieu des années 80, quand l'Union soviétique est secouée par des réformes internes qui l'amènent à la dislocation en 1991. Avec la chute de l'URSS, l'Arménie soviétique devient la République indépendante d'Arménie. Après l'indépendance de l'Arménie 91, on n'a pas fait des actions, on a arrêté tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a un pays respecté par le monde entier. Surgit alors la question du Haut-Karabakh, cette province arménienne donnée par Staline à l'Azerbaïdjan et peuplée majoritairement d'Arméniens qui se soulèvent pour réclamer leur rattachement à l'Arménie. C'est le début des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pays alliés du panturquisme. Myriam Gaume, journaliste au long cours, se rend dans ce Haut-Karabakh en guerre, aux côtés de Monté Melkonian et d'autres combattants. Cette guerre est en passe de devenir une guerre absolue. D'un jour à l'autre, les villages arméniens sont vidés de leur population, les familles n'ont plus de toit. La lutte au Karabakh redevient une cause vivante, une cause qui n'est plus sortie des musées de la mémoire, mais qui concerne des personnes en danger, en péril immédiat. Une partie du peuple arménien s'est levée, a pris les armes, il fallait qu'on les rejoigne. Dans la logique de notre combat, il était inadmissible qu'on ne soit pas là-bas. J'ai fait ce que je devais faire en étant sur place, en étant engagé totalement dans la libération du Karabakh et de l'Arménie. C'était la continuation de mon engagement de jeunesse. Gilbert Minassian, arrivé en simple soldat, devient le colonel Ovsep Ovsepian, héros de guerre pour sa patrie. Monté Melkonian est le commandant Avo. Il trouve la mort au terme d'une bataille victorieuse le 12 juin 1993, faisant de lui une véritable légende, un Che Guevara de l'Arménie.
Aujourd'hui encore, le conflit du Haut-Karabakh n'a toujours pas trouvé de véritable cadre de paix. C'est un territoire d'Azerbaïdjan, mais contrôlé par les forces arméniennes. Mardiros Jamkotchian, réserviste dans l'armée, supervise les opérations pour éliminer les mines antipersonnelles qui continuent à tuer dans le Haut-Karabakh. Alek Yenikomchian, lui, est engagé dans plusieurs mouvements politiques et civiques. Chacun travaille à renforcer l'Arménie. Je pense que si ça avait été accessoire, je n'aurais pas tenu le coup. C'était un engagement très fort, très enraciné. Et cela reste. Et c'est pour ça, je pense que je dis cela humblement, avec humilité. Je continue selon mes possibilités la lutte. Malheureusement, hélas, 3 fois hélas, cette action de la Salah a été, du point de vue des intérêts arméniens, a été bien sûr positive. On ne peut que s'interroger sur les mécanismes d'un monde qui oblige les gens à aller vers de telles extrémités pour pouvoir se faire tout simplement entendre sur une cause aussi juste. Les anciens, ils n'ont pas compris. Les jeunesses, ils ont compris. Leurs parents, ils fermaient la gueule, ils ne parlaient pas, ils gardaient secret. Comme avec mon parent aussi, c'est la même chose. Oh, il ne faut pas mêler de ça, oh, c'est dangereux. Mais les jeunesses, ils ont compris qu'il faut faire quelque chose là. On peut condamner toute forme de violence, mais il y a des violences légitimes. Il y a des violences comme celle qu'on a connue. Je sais que c'est un parallèle qui fait hérisser beaucoup de poils. Mais bon, la résistance française, c'était une violence légitime. Lorsque les Arméniens se battent contre le déni de génocide, 100 ans après son exécution, le début de son exécution, c'est une violence légitime. Ce terrorisme anarchique, qui a effectivement eu des effets positifs pour la communauté arménienne de réveil de la conscience et de publicité, ne se justifiait pas dans la mesure où je ne vois pas au nom de quel droit on peut tuer des hommes qui ne sont pas directement responsables des crimes qu'ont commis leurs ancêtres. Dans la lutte armée, il y a tout. Ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Ce n'est pas quelque chose comme faire un film, ça je l'aime, ce film c'était bien, l'autre pas. C'est une lutte armée. C'est le plus dur, le plus sale de manière de faire quelque chose. Il avait des enfants, le monsieur? Oui, 3 enfants. 3 enfants. Et il était à Paris depuis longtemps? À l'ambassade depuis 5 ans, mais depuis 10 ans, il était à Paris. La reconnaissance du génocide arménien, c'est une cause juste, indiscutablement juste. Alors les moyens, moi je pense que les moyens, vus de l'extérieur, on peut dire, oui, ça a permis de faire entendre la cause. Du côté de la Turquie, ça nous a fait régresser. Pour la majorité des gens, malheureusement, la revendication de la reconnaissance du génocide était totalement assimilée aux actions terroristes d'Assalah. Donc du coup, génocide et terrorisme devenaient synonymes quasiment. Étrangement, je crois que ces garçons ont rêvé d'être les enfants de la réparation. Est-ce qu'on répare le malheur avec un malheur supplémentaire? J'en doute encore. J'en doutais, j'en doute encore. On était opprimés, on était tout le temps en oppression. Il n'y a pas de mot pour ça, je ne sais pas. C'est des choses à expliquer, il faut vivre pour savoir vraiment les douleurs qu'on a eu nous. Est-ce qu'on pourrait extraire la violence du corps social? Ça a toujours taraudé les philosophes, les juristes, les sociologues, les historiens, bref, tout le monde, les intellectuels. Est-ce qu'on peut extraire la violence du corps social? Oui ou non? L'Arménie est redevenue brusquement un thème d'actualité. Depuis 1982, de nombreuses reconnaissances du génocide arménien ont été adoptées à travers le monde. Pourtant aujourd'hui, 100 ans après les faits, l'État turc refuse toujours de considérer les massacres arméniens comme un génocide, quitte à entretenir l'une des plus importantes opérations de négationnisme de l'histoire. Je crois beaucoup à la société civile turque
Aujourd'hui, un citoyen turc qui veut s'informer de la réalité des choses n'a pas de difficulté pour le faire, au contraire de ce qui était le cas autrefois. Et je connais beaucoup de Turcs qui reconnaissent le génocide arménien. J'en connais beaucoup. Des gens éclairés, des gens qui se sont informés. Et donc, oui, mon espoir, il est dans la société turque et pas du tout dans le gouvernement. Moi, je pense fondamentalement qu'inéluctablement, la Turquie, petit à petit, sera obligée, sinon de reconnaître demain le génocide arménien, mais de faire un pas vers l'Arménie. Je crois que c'est inéluctable. Parce que dans la conscience publique internationale, le génocide arménien maintenant a une existence propre. Je suis toujours une combattante de l'Azala. Aujourd'hui, sans les bombes, sans poser les bombes, sans, disons, entre guillemets, sans gêner l'Europe ou le monde, on fait notre travail, on continue notre lutte. Et c'est la justice qu'on cherche, la justice pour nous. Et une fois qu'on a la justice pour nous, on est prêt à vivre en paix avec nos voisins en souhaitant la justice et la paix également pour nos voisins. Voilà, c'était l'armée secrète arménienne, l'Azala, le documentaire d'Audrey Valty. De ses grands-parents.